Bonjour, monsieur Simon. J'espère que tu as passé un très bon week-end et que ton lundi était excellent. Moi, je déteste les débuts de semaine. Euh, le lundi est généralement très calme, donc je peux me reposer parce que je travaille tout le week-end. Travail, mon business et aussi la petite famille. Donc c'est beaucoup de travail. Donc la dernière fois, nous avions utilisé quelques petits mots de vocabulaire qui sont plus ou moins nouveaux, comme c'est appréciable. C'est appréciable. Ok, on peut utiliser ce mot dans un contexte comme ce film est appréciable, il est bien, on peut le regarder facilement, aisément, ok. Ou alors c'est ennuyeux, d'accord. Euh, je dois prévoir, c'est quand on veut planifier dans l'avenir. Je dois prévoir euh, une journée libre pour mon meeting avec mon collègue. Voilà. Euh, je dois prévoir 3 000 $ pour payer cette facture, etc. Je travaillerai, donc ça c'est un futur. Si j'ai le temps, je pourrais possiblement travailler, on pourrait dire ça également. L'intonation est très importante en français, ok. On peut sembler très vulgaire, même si on utilise des phrases formelles, ou alors sembler très formel avec des phrases simples. Voilà. Euh, Par exemple, si je veux être vulgaire en utilisant une expression formelle, je pourrais dire voulez-vous me donner le pain là, s'il vous plaît? Voulez-vous me donner le pain là, s'il vous plaît? L'intonation est très agressive. Ok, c'est une phrase formelle, mais euh, c'est très agressif. D'accord? Donc on met un élément de distance. On ne veut pas tutoyer. On ne veut pas devenir. It's just like you, just cooking, just like you don't want to bring this person to the same world. Okay, so you really distance yourself. Euh, euh, Pourrais-tu me passer le pain, s'il te plaît? Could you give me the bread, please? Okay. So on peut parler comme ça à un enfant ou alors une autre personne, mais l'intonation est euh, très importante. Si par exemple, je rencontre pour la première fois, je ne sais pas, ma belle-mère ou ma belle-sœur, je pourrais dire, pourrais-tu me passer le pain? Je peux le faire. Cela dépend de l'environnement. Même les Français peuvent me dire, allez, dis-moi tu. Allez, on se tutoie. Donc, on peut avoir une intonation formelle et en utilisant le tu. Voilà, donc ça dépend des contextes. Avoir l'intention de, to have the intention of doing something, ok. Donc, ou alors prévoir. Ok, je dois prévoir un repas samedi soir. Donc, prévoir, it's like not too pretty. It's just like to have the intention of having a meal or a dinner Saturday evening. Alors, j'ai l'intention de faire un repas. J'ai un repas samedi soir. On a d'autres options. Donc, tu reçois, you receive guests. Okay. Donc, tu vas, normalement, bon, c'est passé maintenant. Donc, tu avais l'intention de faire du poulet rôti avec des pommes rôties et une salade de kale, de kale en anglais, de choux frisés. On l'utilise hein, dans certains paquets, je l'ai vu en France, ils utilisaient le mot kale, mais je ne pense pas que les Français savent le prononcer. Alors, c'est très populaire aux États-Unis. Je t'avais donné une recette pour the kale chips with nutritional yeast. It's very good. I must make some. It's a pain to go to Whole Foods. I just don't like to go there anymore. Um, I'll see if I can get nutritional yeast somewhere. But anyway, voilà. Ils prennent soin d'eux. To take care. To take care of someone. To look after. Ils prennent soin d'eux. Ils sont conscients de la nourriture. Donc, tu parlais de tes fils qui sont conscients de la nourriture. C'est très, très bien. Mes fils sont au courant des effets de la nourriture. Donc, ils savent que la nourriture, comme on dit en français, la malbouffe,
C'est très mauvais pour le corps. Donc il faut être, en anglais on va dire like health food, health conscious, mais en français on ne va pas dire conscient. Euh, ils, ils connaissent la bonne nourriture, ils savent, ils savent comment manger. They know how to eat. Donc on implique que quand on dit ils savent comment manger, ils savent manger bien, ils savent bien manger. Okay, ils savent bien manger. Ils savent l'impact de la mauvaise nourriture sur le corps, la fumée et l'alcool, etc. Okay. Les gens sont moins attirés par la cigarette que par l'alcool. On peut ajouter un H ici, en fait. Bah, ça dépend la culture. Il y a, il y a une étude qui avait été faite sur les pays nordiques et le manque de soleil. Et certains scientifiques avaient remarqué que le manque de soleil, lack of sun, était lié à l'alcoolisme. Donc il y avait beaucoup de gens qui buvaient beaucoup plus que la normale dans des pays où le soleil n'est pas très fréquent. Voilà. C'est une étude que j'ai lue. Ce n'est pas mon étude. It's not my study. So the lack of sun can be related to alcoholism. And you can see in Canada, when I was living there, yeah, I could see that, yeah, definitely. In northern, in European countries, you can see some stuff. But when you go to Sweden or Finland, Norway, well, there is, it depends on generation, but yeah, you can see some people, they have this issue. But the lack of sun can also interfere with your health. Yeah. Je l'ai remarqué quand j'habitais à Edmonton, au Canada, pendant 2 ans. Je venais d'accoucher de ma fille. Donc ma fille était un bébé. Et donc j'avais beaucoup de travail, le manque de soleil, le manque de soleil, le manque de sommeil également. C'était très, très intense. Tu sais, à Edmonton, on a eu, la dernière année que j'étais là-bas, on a eu un hiver de 6 mois. Donc c'était très, très lourd. Voilà. Et on ne peut pas se déplacer facilement. On avait une seule voiture, donc j'attendais mon mari qu'il ait fini de travailler pour pouvoir sortir ou faire autre chose. Mais quand il y a une tempête de neige, c'est impossible de faire quoi que ce soit. C'est trop dangereux. Une fois, on a failli rester coincé dans la neige. Voilà. Et on avait une Jeep. Donc, on se pose vraiment des questions. Voilà. C'était vraiment effrayant ce soir-là. Enfin bref, cul sec, c'est quand on boit, hop, rapidement un verre d'alcool, cul sec. Hier soir, last night, hier soir, vendredi soir, mardi soir, etc. C'est fiable, reliable, c'est fiable. Alors, je suis en train, non, mais j'ai regardé la série qui s'appelle American Gods, qui est liée au livre de Neil Gaiman, et c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas pour un public jeune, ce qui est des scènes un peu différentes, mais euh, un peu spéciales, on va dire. Mais c'est vraiment très bien. Donc là, c'est la première saison. Il y a 6 épisodes. Et pour le moment, I'm hooked. Je suis accrochée. Je suis très intéressée. Voilà. Je regarde aussi une autre série qui s'appelle Genius. Ça, tu le sais. Et puis, il y en a une autre que je viens de découvrir qui est vraiment stupide. C'est The Last Man on Earth. C'est vraiment très stupide. Et c'est ok. Bon. Donc on s'attend à voir que le monsieur, c'est le dernier monsieur qui vit dans le monde. Ensuite, on voit une femme arriver. Ensuite, on voit une autre femme arriver. On voit un autre homme arriver. Donc ça devient un peu ridicule. Voilà. Donc cette série télévisée, donc ça, hein, comme Genius ou Mozart in the Jungle, ce sont des séries télévisées. Et tu m'avais dit, je ne l'ai jamais vue. Donc c'est un passé composé. Ok, donc on a un pronom et une négation. Ne jamais.
On ne va pas ajouter pas. Je ne l'ai pas jamais vu, non. Je ne l'ai jamais vu. Vu. Des dieux. Donc c'est l'histoire de Dieu. Ça retrace l'histoire de d'American Gods, écrit par Neil Gaiman. Et j'ai tort. I'm wrong. 10 millionième de visiteurs. Ah oui, donc je t'avais envoyé un lien. Je ne sais pas si c'est là. Je vois, voilà, c'est ici. Et c'est un petit article qui n'est pas très long, qui fait, je crois, 3 paragraphes. Voilà. Là, je suis en train de mettre une vidéo sur YouTube. Donc ma connexion est un peu lente. Ok. Là, j'ai pas vu ce truc, c'est marrant. Humiliation, harcèlement, flicage, métier à malaise chez les employés municipaux d'Hénin. Oh là là, quelle humiliation pour Marine Le Pen de se retrouver à Hénin-Beaumont. C'est une petite ville dans le nord de la France. Enfin bref. Pays-Bas, un visiteur passe la nuit dans un musée, seul avec un chef-d'œuvre de Rembrandt. Le 10 millionième visiteur de Rijksmuseum d'Amsterdam a été invité à dormir dans la salle où est exposée la célèbre ronde de nuit du peintre du XVIIe siècle. Donc il a des pantoufles, il a son lit, qui n'est pas très grand en fait, il a du champagne, je ne sais pas quel genre de champagne, il a un livre, une lampe, et puis il a des chaussettes rouges et blanches. Moi, je prendrais mon pyjama. Et il est seul dans le musée. Il n'y a personne qui va le fliquer quelqu'un. It's like to spy, you know, when people they're on your back and they check everything you do, and if you do something wrong, they can tell the police. They can tell on you. Um, they can say on your neighbors, oh, you know, the other day I saw, you know, c'est flicage, fliquer quelqu'un. It's like to behave like a cop and you check whatever your neighbor or this person is doing. Yeah. So, il n'est pas fliqué. Imaginez que vous dormez seul, sous le regard souriant de la Joconde au Louvre. C'est un peu ce qu'a vécu un Néerlandais au Rijksmuseum d'Amsterdam, Pays-Bas. Donc c'est un démonstratif, ce 10 millionième visiteur, depuis la réouverture du musée en 2013, était invité à dormir dans la pièce où est exposé le célèbre tableau de Rembrandt, La Ronde de nuit, peint en 1642, dans la nuit du mercredi 31 mai au jeudi 1er juin. Alors, j'ai dormi dans un lit installé à 2 mètres de la ronde de nuit de Rembrandt. C'est magique. Je n'en reviens toujours pas, a réagi Stéphane Casper, professeur de dessin et artiste. Quelques heures après son réveil, se réveiller auprès de l'œuvre majestueuse de l'illustre peintre néerlandais, cela n'avait été donné à personne jusqu'à présent. Reçu en grande pompe, telle une star, ce passionné d'art va avoir du mal à se remettre de ce rêve inoubliable. Encore sur un nuage, Stéphane Casper a assuré avoir été entièrement seul dans la pièce. Il n'y avait pas de gardien, ou alors ils étaient très bien cachés. En caleçon, de underpants, en underwear. Sachant cela, il s'est mis à son aise, il a fait des selfies et s'est baladé en caleçon et en chaussettes dans des pièces complètement vides avant de déguster un gazpacho et une joue de bœuf servie par le chef étoilé Joris Bigdanjik. Bijdandik. Oh, I don't know what it is. I don't like this language. Not being racist, but I think it's an ugly German. I love German, but this is pretty weird. Incapable de trouver le sommeil, ce passionné d'art, mais pas spécialement amateur de l'œuvre de Rembrandt, a eu tout le temps pour voir le tableau d'un autre œil. J'ai découvert des personnages que je n'avais jamais vus avant. Ils prenaient vie devant moi. C'est une expérience gravée à jamais dans ma mémoire, a-t-il répété. Ok. Donc c'est intéressant de voir que c'est un artiste, peut-être graphique, il a le profil d'un artiste graphique, euh, qui, euh, qui, qui connaissait Rembrandt, pas vraiment. Et là, une découverte, on peut voir aussi la manière dont ça a été peint,
l'environnement politique ou religieux de cette époque. Ok. Donc j'en reviens à Skype. Ok. Donc ça, on l'avait fait. Ok, j'en reviens un petit peu en bas. Donc le 10 millionième visiteur. Et donc il y a une lampe derrière lui, il y a des chaussettes blanches et rouges. Donc la lumière était éteinte. La lumière était éteinte. Je vais voir si je peux l'écrire sans avoir de problème. Ah, c'était hop. La lumière était imparfait, éteinte, ok, switched off, turned off, éteindre la lumière, to turn off the light. Tu penses qu'il a éteint la lumière? Oui, certainement, c'est pour ça qu'ils ont mis une lampe. Donc il y a une lumière crépusculaire. Okay. C'est bien. À l'époque, je pense que les choses étaient allumées à la bougie, donc cela peut donner une ambiance différente. Moi, j'aime bien ce genre de lumière naturelle. Donc, ces chandeliers qui s'élèvent dans les airs et qui illuminent un théâtre, ou ça, je pense que c'est un théâtre, donc c'est plus petit. Voilà. Et puis, je pense que la cire, hein, c'est ça, the wax can be a bit annoying. Mais c'est assez intéressant de voir. Ils font aussi des faux chandeliers avec des lumières, de fausses lumières. Ce sont des vraies lumières, mais ce ne sont pas des bougies. Donc ces chandeliers sont vrais, je pense, mais il y a des chandeliers qui imitent la forme des bougies et qui ne sont pas des bougies. Voilà, on revient ici. S'élever dans les airs, qui sont dans les airs. Mon siège était au 2e étage. Tu m'avais parlé d'une expérience, tu avais vu une pièce de théâtre où les lumières étaient naturelles, les petites bougies. Okay. Donc il y en a une autre petite image, je crois, que je t'avais envoyée, qui fait partie de ce site. Si ça s'ouvre, voilà. Donc ici, là on a les vraies chandelles, les vraies bougies. Voilà. C'est vraiment magnifique ce genre de couleur. Voilà, c'est... je ne sais pas si ce sont des vraies bougies. Enfin bref, ça c'est le site. Je connais cet acteur. Je connais ce visage. Je ne me souviens plus où je l'ai vu. Alors on revient sur Skype. Voilà. On peut voir la tête des acteurs serrés. Donc les sièges sont très serrés, hein, sont très proches. Et concernant ce monsieur qui a eu la chance de visiter le musée tout seul durant la nuit, ou de dormir la nuit dans le musée, il ressemble en effet à un prof d'art. Les peintures peuvent prendre vie, hein, avoir une dynamique différente, surtout la nuit. Un amateur d'art, un art lover, yeah, un amateur d'art. Donc amateur, on l'avait expliqué, ce n'est pas comme en anglais un amateur, non. Quelque chose qui est dérogatif, dénigrant, on peut dire. Au Getty, les peintures sont mélangées. Okay, il y a plusieurs styles qui sont un peu mélangés. C'est intéressant, mais moi j'aime le côté historique des peintures. J'aime quand les peintures sont organisées historiquement. Sinon, il n'y a plus d'histoire. Voilà. C'est comme si on mettait plusieurs Picasso dans la même salle avec différentes époques. Je pense que c'est important si on a les moyens financiers en tant que musée, c'est d'avoir les périodes, les différentes périodes, et puis d'expliquer un peu l'histoire. On peut avoir tout un étage, voilà, dédié à Picasso, par exemple, avec la période bleue, la période rose, la période cubique, etc. Cubiste. Et ici, ah voilà, nous avions, tu m'avais envoyé une image d'une peinture avec, voilà, Young Ladies Admiring Japanese Objects. Voilà. Surtout à l'époque, ça devait être très exotique. J'aime le drapé, chose qui est très très difficile à faire, je pense. Et donc, comment je pourrais dire? C'est une expression que tu peux utiliser hein, régulièrement. How can I say? How could I say?
Donc à cette époque, les Américains avaient de l'argent, il y avait les héritières américaines, les bourgeoises américaines, et ces femmes qui étaient à la recherche d'hommes aristocrates, ok, hein, pour avoir une vie simple, aisée, riche, et à la recherche, donc de la même manière, donc ces hommes pouvaient être des millionnaires ou des milliardaires, ok. Et donc on peut revoir un peu, on peut voir ce genre de femmes, de personnages qui reviennent assez souvent dans certaines peintures. On avait parlé de Poussin, The Sight of Death, et The Sight of Death, c'est pas une peinture, c'est un livre, An Experiment in Art Writing. Et nous avions parlé de Tissot, son œuvre. Je t'avais dit qu'il a eu une période très chrétienne, je crois, où il avait peint beaucoup de peintures sur Jésus. Donc ces peintures ont été peintes beaucoup plus tard, à la fin de sa carrière, presque à la fin de sa carrière. Ok. Donc il a eu une illumination religieuse peut-être. On avait parlé de cette peinture de Degas. Donc ça c'est, comment ça s'appelle déjà? Euh, j'ai oublié maintenant. La femme à l'absinthe, je ne sais plus, je me souviens plus. On avait vu également, c'est étrange les couleurs qui sont utilisées, c'est très presque triste, presque, ce n'est pas élégant, ce n'est pas attirant, mais il y a une espèce de pauvreté dans cette peinture. Voilà, presque une pauvreté. Euh, D'un côté et de l'autre côté. Attention, on dit the hand. Voilà. Donc on n'avait pas pu continuer cette conversation, mais on peut la continuer si tu veux, il n'y a pas de problème. Là, je vais parler de la France contemporaine pour finir. Ah non, pas pour finir, ça c'était la grammaire progressive. On fait un peu de la France contemporaine. Et ici, on avait parlé de ce monsieur, j'essaie de résumer au maximum, la renaissance des langues régionales, ok, dans la France. On voit donc que depuis près de 2 siècles, la République, donc on a eu 2 phases, hein, pour résumer. La première phase, c'est qu'on ne parle pas les dialectes en France, il faut avoir une langue unique, le français. Napoléon, François Ier, Napoléon ont essayé d'organiser les écoles. Enfin, François Ier a officialisé la langue nationale, c'est le français, et Napoléon a créé les lycées où on enseigne le français et on étudie le français, on enseigne les mathématiques en français, la physique en français, etc. Donc, on force les Français à parler français. Donc il y a cette interdiction de parler les dialectes dans les écoles, voilà. Et maintenant, la deuxième phase, c'est que c'est là en fait, c'est qu'on essaye de comment dire, de s'ouvrir aux langues régionales à nouveau, encore une fois. Et c'est un peu bipolaire, on va dire, parce que on a les grands-pères qui étaient interdits de parler leur dialecte. Maintenant, on a des enfants qui peuvent apprendre les différents dialectes, le breton, le basque, le corse, l'occitan, et alors que leurs grands-parents, on leur interdisait ce genre de choses, quoi. Je vais lire donc je résume, hein, j'ai résumé un petit peu les choses ici, mais ici c'est très intéressant. On voit donc que depuis près de 2 siècles, la République jacobine a tout mis en œuvre pour supprimer les langues régionales, pour construire une nation unifiée. Il fallait imposer la langue française. Même après le vote de la loi d'Exon, l'enseignement de ces langues régionales est resté inexistant pendant une vingtaine d'années. Il n'est donc pas surprenant que les minorités linguistiques aient longtemps vu la langue française comme un symbole de l'oppression de l'État. C'est à partir des années 70, avec la création des régions et l'encouragement d'une identité régionale chez les Français, qu'il y a eu une renaissance de l'intérêt des Français pour leur langue d'origine, accompagnée d'une recherche de leurs racines culturelles. Cet intérêt a commencé dans les écoles secondaires. Les élèves peuvent actuellement opter pour une langue régionale plutôt que pour une deuxième langue étrangère, comme l'anglais ou l'allemand,
et ils peuvent passer une épreuve facultative dans ces langues au baccalauréat. Moi, je pense que c'est plus intéressant et c'est plus pratique d'apprendre l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol au lieu d'apprendre un dialecte. On peut l'apprendre à la maison. Je pense que c'est un loisir, on pourrait dire, mais c'est une perte de temps. Il y a tellement de problèmes de chômage en France que je ne pense pas que ça va aider les enfants à trouver du travail. Voilà. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense que c'est plus important d'apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, et puis aussi de perfectionner le français. Beaucoup de Français qui ne savent plus écrire, donc c'est important de, comment dire, de resituer un peu les priorités. Alors, j'en suis où moi? Cet intérêt a commencé. Ok. Aujourd'hui, des milliers d'élèves en France suivent des cours dans la langue de leur région. En ordre d'importance, ils étudient l'occitan, la région toulousaine, le breton, le corse, le catalan et le basque. Le flamand et l'alsacien ne sont pas reconnus par l'État français comme des langues régionales. Ils sont considérés comme des variétés de langues étrangères, le néerlandais et l'allemand. Pourtant, l'État affiche une volonté politique de promouvoir l'enseignement de la langue corse. Ainsi, depuis les années 70, je ne dis pas depuis les années 1970, je dis simplement les années 70, les élèves peuvent apprendre ces langues à l'école, tandis que leurs grands-parents étaient punis pour avoir parlé ce patois pendant la récréation, during recess. La renaissance des langues régionales. Ah, je suis allée trop rapidement sur la deuxième page. Voilà. La renaissance des langues régionales a aussi des ramifications dans la culture populaire et s'accompagne d'un mouvement vers la décentralisation administrative. Okay. Donc il fut un temps où tout était centralisé à Paris. Maintenant, non. On essaie de donner de l'importance aux provinces. De nos jours, il y a des chanteurs folkloriques qui enregistrent leurs chansons en occitan, en corse et en alsacien. Dans de nombreux villages bretons, il y a des festivals. Attention, on ne dit pas festival, on dit festival, c'est une exception, de musique bretonne. Il y a un public de plus en plus avide de lire des œuvres littéraires et d'assister à des pièces de théâtre écrites en langue régionale. On peut lire des bandes dessinées en breton ou en occitan. Chaque année, il y a 3 ou 4 nouveaux romans publiés en breton. À cela, il faut ajouter les efforts de la télévision et surtout de la radio, qui diffusent des émissions en langue régionale. Mais il y a aussi des forces culturelles qui agissent contre la renaissance des langues régionales. D'abord, la culture des jeunes. Les jeunes Français s'intéressent à Internet, au cinéma, à la télévision, à la radio, à la presse, à la musique, des médias qui sont créés pour eux, en français. Les langues régionales ne jouent pas de grand rôle là-dedans. Ensuite, il y a aussi une raison pratique. Beaucoup de parents pensent que l'apprentissage d'une langue, hop, régionale présente une perte de temps pour leurs enfants et que la maîtrise de l'anglais ou de l'allemand est un avantage dans la recherche d'un emploi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On parlera un peu de choses un peu plus techniques. Tu verras, c'est un peu plus technique. Donc, on pourra le lire demain si tu veux. Et maintenant, la grammaire progressive. Okay. On avait fait un peu de discours indirect au passé. J'ai oublié la page. C'est par ici, je le sais que c'est par ici. Non, ça c'est toujours le temps. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je vais revenir à l'index. Hop. Donc ici, je pense que c'est dans les parages, au présent. C'est beaucoup plus loin. Le discours indirect au passé. 216, c'est en fait la page 218. J'allais en arrière au lieu d'aller en avant. Donc il m'a dit qu'il était écrivain et qu'il avait écrit plusieurs romans. Il m'a dit qu'il me donnerait ses livres. Donc l'utilisation, on utilise bien, le discours indirect pour apporter un dialogue ou une pensée au passé. Il m'a dit qu'il était allemand. Bon, ça ne change pas, hein, il est toujours allemand. Hein. Je croyais qu'il était anglais. Donc attention, après un verbe introducteur au passé, le reste de la phrase se met au passé. C'est un phénomène de concordance. Il dit qu'il pleut.
qu'il a plu, qu'il va pleuvoir, qu'il pleuvra. Alors attention. Présent, passé composé, futur proche et futur simple. Il a dit qu'il pleuvait, qu'il a dit, c'est un passé composé, qu'il pleuvait, parfait, qu'il avait plu, c'est un plus que parfait, qu'il allait pleuvoir, qu'il va pleuvoir, c'est comme un futur proche, et qu'il pleuvrait, donc ici on a un conditionnel. L'imparfait de concordance a une valeur phonétique. Ce n'est pas un vrai passé, ça on l'avait dit. Il m'a dit qu'il était allemand, en fait il est toujours allemand. Il m'a dit qu'il viendrait en mars, il viendra donc en mars. Voilà. Dans la principale, dire est souvent au passé composé. Il m'a dit, on m'a dit, j'ai dit. Non, pas j'ai dit parce que c'est un discours direct, sinon un discours indirect, nous m'ont dit. D'accord. Je croyais, je pensais sont toujours à l'imparfait et il parle d'une situation mentale. Ah, je croyais que vous étiez anglais. Voilà. Et parfois, la concordance n'est pas impliquée quand on annonce un résultat ou quand on constate un fait nouveau. On a constaté que le Mont Blanc fait 4810 mètres et pas 4807 mètres. Grosse différence. Hein. Alors voilà le premier exercice. Le directeur est malade, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit qu'il était malade. L'ascenseur est en panne, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit que l'ascenseur était en panne. À midi, il y a du couscous à la cantine, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit qu'à midi, il y avait du couscous à la cantine. Il y avait. On a volé le vélo du professeur, on vous l'a dit. Oui, on m'a dit que on avait. Donc je transforme le présent en imparfait. On avait volé le vélo du professeur. La secrétaire a démissionné, vous le saviez? Oui, on m'a dit que la secrétaire avait démissionné. Si je veux utiliser oui, je le savais, la démissionnaire, la secrétaire a démissionné. Je le savais. Ça semble un peu bizarre. Oui, je le savais, c'est bien de le dire, c'est correct, mais pour un discours indirect, ça ne s'applique pas ici. Donc, oui, on m'a dit que la secrétaire avait démissionné. Monsieur Bidois va prendre sa retraite. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit que Monsieur Bidois allait, ça c'est le présent de aller, allait, A2LAIT, allait prendre sa retraite. L'école va fermer cet été, on vous l'a dit? Oui, on m'a dit que l'école allait fermer cet été. Nous ferons une fête de fin d'année, vous le savez? Oui, on m'a dit que vous feriez une fête de fin d'année. Il y aura un orchestre cubain et on dansera, on vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'il y aurait conditionnel un orchestre cubain et on danserait. D'accord? Tu peux le faire, celui-là, avant qu'on commence le cours demain. D'accord? Tu passes une très bonne soirée. Ok, donc ça. Ah non, non, on l'avait fait des algues. Des algues. Tiens, on va le faire aussi. Jean-Luc a gagné à la loterie. Tu le savais? Non, je ne savais pas qu'il avait gagné à la loterie. Il est parti en croisière en Égypte, on te l'a dit? Non, je ne savais pas qu'il était, je n'aime pas utiliser avait, hein, a gagné, avait gagné, okay, qu'il était parti en croisière en Égypte. Il est tombé malade pendant le voyage, tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas qu'il était tombé malade pendant le voyage. Plus que parfait, hein, partout. Un docteur chinois l'a guéri avec des algues, tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas qu'un docteur chinois l'avait guéri avec des algues. Il est devenu l'associé d'un grand armateur, tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas qu'il était devenu l'associé d'un grand armateur. Pardon. Il va épouser une princesse arabe, on ne te l'a pas dit? Non, je ne savais pas qu'il allait, A2LAIT, épouser une princesse arabe. D'accord? Donc, il y a plusieurs pages d'exercices, hein, on pourra en faire quelques-uns demain si tu veux. Tu passes une très bonne soirée. Là, je suis en train de tomber de sommeil et il est encore tôt, mais bon, j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. Tu passes une très bonne soirée. On se voit demain à 8h. Et puis, fais-moi savoir si tu as des questions ou si tu voudrais parler
d'un certain sujet en particulier. À très très bientôt. À demain.